Des missiles balistiques qui tombent dans les eaux japonaises, c'est du jamais vu. Taïwan est pendant 4 jours sous la pression d'exercices militaires géants de la part de la Chine. Vous voyez ces images qui ont été diffusées par Pékin. Elle fait pleuvoir les projectiles et ça finit par inquiéter tout le monde. On en parle dans un instant avec un plateau magnifique. Merci Rachel Kahn d'être avec nous, essayiste, actrice, tout le monde vous connaît. Vous êtes juriste en droit international, ça va particulièrement nous intéresser. Général Jean-Marc Maril, vous êtes général de brigade de la marine, ça tombe bien, et historien. Alors le vent de l'histoire souffle à travers l'actualité en ce moment. On sera très intéressé par votre décryptage. Je ne vous présente pas François Heisbourg, vous êtes conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur l'an dernier aux éditions Odile Jacob de Retour de la guerre. On ne peut pas trouver meilleur titre pour ce qui semble se passer en ce moment. Denis Strelkov, vous êtes journaliste à la rédaction russe de RFI, vous connaissez très bien l'Ukraine, il en sera évidemment question, et vous étiez présent à Kiev au début du conflit. Michel Rouimi, économiste et professeur à Sciences Po et à l'École supérieure de commerce de Paris. On va voir que l'économie est indissociable, on le sait, du conflit. Merci infiniment d'être là. On va commencer par ce qui se passe dans cet océan Pacifique et je crois qu'il faut vraiment qu'on réussisse à faire un point complet. C'est les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Et on parle bien sûr de ces exercices militaires de Chine vers Taïwan et un peu au-delà. Oui, ils ont démarré très précisément à 6h ce matin, heure de Paris, en direction des 6 zones maritimes autour de Taïwan, parfois à 20 km seulement des côtes taïwanaises, et qui empiètent donc sur leurs eaux territoriales. Manœuvre aérienne d'abord. Ces images que vous allez voir, c'était ce matin sur l'île chinoise de Pingtang, proche d'une des zones où se déroulent les manœuvres. On voit ces hélicoptères militaires qui partent en direction du détroit de Taïwan et puis ces projectiles non identifiés qui prennent la même direction. Des journalistes et des touristes sont sur place à ce moment-là et quelques minutes plus tard, ces mêmes hélicoptères sont clairement visibles depuis cette plage qui fait face au détroit de Taïwan. Selon Taipei, 22 avions chinois ont traversé la zone de défense aérienne taïwanaise. Plus impressionnant encore, la télévision d'État chinoise a diffusé, vous le disiez, en direct, des images de tirs de missiles réels. La localisation exacte n'est pas précisée, mais on voit d'abord des véhicules de transport militaire chargés en artillerie lourde, puis cette série de tirs de missiles de longue portée qui partent en direction de Taïwan, précisément vers 3 des 6 zones ciblées par Pékin. Le ministère japonais de la Défense a affirmé cet après-midi que 4 missiles chinois ont survolé Taïwan. C'est du jamais vu. Et puis il affirme aussi que 5 autres missiles sont suspectés d'être tombés dans la zone économique exclusive japonaise, soit plus de 550 km après la zone de tir, alors que Nancy Pelosi vient d'atterrir au Japon pour la dernière étape de sa tournée asiatique. Nos équipes ont aussi repéré ces images amateurs du matériel militaire qui est transporté par train ou sur des routes commerciales chinoises très fréquentées en direction des côtes qui font face à Taïwan. Vous le voyez, des chars, mais aussi des systèmes de défense antiaérienne et également des lance-roquettes multiples. Alors tout ça fait peur, bien sûr. Est-ce que Pékin communique clairement sur ses intentions ? Oui, pour Pékin, ces exercices sont, je cite, une mesure nécessaire et légitime en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, qu'elle considère comme une agression contre sa souveraineté. Écoutez la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. 这个会不会成为新常态，这要取决于美方和台独分裂势力他会怎么做。他们一天不停止企图分裂中国的企图，这样的一种行动，我想我们中国就一天也不会停止，坚决捍卫中国的主权和领土完整，来展现这样的决心、意志和能力。 Mais ce qui est clair, c'est que c'est pour Pékin aussi une manière d'impressionner et de dissuader ses adversaires, Taïwan, mais aussi son allié, les États-Unis. Écoutez ce représentant de Taipei. Nous nous inquiétons bien sûr, mais je constate que la Chine, pour le moment, essaye tout simplement de montrer ses muscles, n'est pas prêt d'aller jusqu'à la guerre. Et puis les tanks, pour le moment, ça ne sert à rien, parce qu'entre Taïwan et la Chine, il y a un détroit de Formose qui est large de 180 km. Ce n'est pas l'Ukraine. Donc c'est vraiment pour, comme la Chine a l'habitude, de montrer ses muscles.
Oui, c'est de la dissuasion pour l'instant, et c'est une stratégie diplomatique qui est bien rodée. Oui, c'est loin d'être la première manœuvre militaire de la Chine dans cette zone, même si c'est la plus importante. En fait, ça fait plusieurs années que Pékin est de plus en plus agressive concernant Taïwan pour des questions de souveraineté, mais aussi avec d'autres pays, cette fois pour des raisons économiques. La mer de Chine, c'est l'équivalent de 7 fois la France, un tiers du trafic maritime mondial y transite, et tous les pays de la région que vous voyez ont des droits sur cette mer avec des lignes de partage bien définies. Mais la Chine revendique en fait la quasi-totalité de la zone. Les grandes manœuvres militaires de la Chine sont donc régulières ces dernières années. Dernier exemple en date, c'était la semaine dernière. Ce que vous voyez, ce sont les exercices maritimes annuels de Pékin en mer de Chine. Les États-Unis qui veulent aussi limiter l'expansion de la Chine montrent aussi leurs muscles, et pas plus tard que lundi, ils entamaient des exercices militaires conjoints avec l'Indonésie dans la Chine. L'année dernière, ils avaient fait de même en juin, et idem en mai, vous allez le voir, aux côtés cette fois de la France et du Japon. Et puis l'autre grande puissance dans cette zone, c'est la Corée du Nord. Alors évidemment, on ne compte plus les tirs de missiles balistiques en mer de Chine. Là aussi, clairement, c'est de la dissuasion militaire, une volonté d'impressionner ses rivaux, les États-Unis en premier lieu. Et puis, si on remonte plus loin dans l'histoire, c'est un classique des conflits, et surtout de l'armée soviétique qui n'a jamais hésité à montrer ce dont elle était capable. Cette photo que vous allez voir, c'est en 1954, premier exercice nucléaire de l'histoire, baptisé Opération Boule de Neige. L'objectif, c'était de montrer comment les troupes soviétiques peuvent attaquer l'ennemi. Et puis ces images que vous voyez, c'était en 1970, plus grand exercice naval de l'histoire soviétique, baptisé Ocean 70. Et pendant 3 semaines, l'armée soviétique a mobilisé, écoutez bien, 80 sous-marins, 84 navires de guerre et des dizaines de milliers de militaires dans les océans Pacifique et Atlantique. L'objectif, c'était d'impressionner l'OTAN en démontrant la puissance de la marine soviétique. Clairement, c'est une posture toujours d'actualité. Merci beaucoup, Justine. Et je me tourne vers vous, mon général. Au titre d'historien que vous êtes, on pourrait écrire un livre sur l'exercice militaire qui est une forme de dissuasion. Alors, les grandes manœuvres militaires ont 3 objectifs. Le premier, c'est le plus simple et le plus naturel, c'est de s'entraîner. Car quand vous mettez en œuvre des masses importantes, il faut que la troupe puisse être ravitaillée, qu'il y ait un soutien logistique, qu'elle ait ses objectifs, ses missions, et les états-majors s'entraîner à gérer tout cela. Ça, c'est l'objectif naturel. Là, c'est un entraînement très opportun. Les dates... Oui, non, mais ça, c'est le premier objectif de tout exercice. Le deuxième, c'est de montrer sa force à l'adversaire. Et ça, là, c'est très clairement ce que font les Chinois face à Taïwan. Le but, c'est de montrer ses capacités, de montrer ses matériels, de montrer son allonge. C'est pour ça que vous avez des tirs de missiles qui vont très loin, même beaucoup plus loin que prévu, je pense, pour les Occidentaux. Les Chinois font exprès de tirer vers le Japon. Donc ça, c'est un des objectifs. Et puis le dernier objectif, et il est aussi très important, c'est montrer à sa propre population la puissance de son armée. Et à partir de là, vous avez un objectif triple qui est accompli régulièrement par les manœuvres. L'OTAN a fait des manœuvres en mai 2022 pour montrer sa solidarité avec l'Ukraine, le danger que pourrait représenter pour la Russie de s'attaquer à quelqu'un qui appartiendrait à l'OTAN. Et puis, dans l'histoire militaire de la France, nous en avons fait de nombreux. Par exemple, quand j'étais jeune capitaine, c'était il y a longtemps, vous allez me dire, mais c'était le contexte de la guerre froide, et on avait fait une grande manœuvre qui s'appelait Kekarspatz. C'est les Allemands qui l'avaient baptisé, ce qui veut dire moineau hardi. Donc, l'objectif psychologique était peut-être un peu faible. Oui, l'image n'est pas forcément très forte, voilà. Effectivement. Et en fait, c'était toute la force d'action rapide qui avait été engagée en Allemagne pour préparer l'engagement de la première armée. Et c'était pour montrer aux Russes et au pacte de Varsovie que la France prendrait toute sa part dans le cadre de la manœuvre otanienne. Oui, guerre d'images, François Heisbourg. Là, on a vu ces images très impressionnantes, pour le coup, diffusées en direct par les télévisions chinoises. Il y a d'abord ce côté effroi. Personnellement, je pense qu'on est très fortement dans le 3e registre qu'a évoqué le général, c'est-à-dire celui qui est tourné vers la population chinoise. Il faut regarder d'où on vient. Le président Xi Jinping avait menacé des pires conséquences les Américains si la présidente du Congrès américain allait débarquer à Taïwan. Menace demeurant totalement disproportionnée quand on a
le groupe d'amitié France-Taïwan qui existe au Parlement français, il arrive que nos parlementaires aillent à Taïwan. C'est d'ailleurs tout à fait normal. C'est un État qui a un gouvernement et qui assure les allées et les venues des uns et des autres sur son territoire. Et la Chine n'a pas, en principe, voix au chapitre. Mais il s'est très fortement avancé. Et Mme Pelosi n'a tenu aucun compte de ces menaces, et les États-Unis derrière elle non plus. Et donc, quelque part, il faut se rattraper. Et il faut se rattraper en faisant des choses qui sont sans précédent depuis 50 ans, s'agissant de Taïwan. Ce sont de très loin les exercices les plus vigoureux, les plus importants. Pourtant, on reviendra sur l'histoire, qui est assez mouvementée. Mais... Et il ne faut pas oublier que Xi Jinping, qui a déjà de gros problèmes avec le ralentissement de la croissance chinoise, pour ne pas dire la récession, liée à une politique anti-Covid que plus personne ne comprend en Chine, on arrive à quelques semaines maintenant du congrès du Parti communiste chinois qui devait introniser Xi Jinping comme une sorte de dieu vivant, un peu le Mao Tse-tung de l'époque moderne. Tout ça est maintenant en jeu. Ça explique, je pense, c'est ce facteur-là qui pèse peut-être encore plus que les autres que vous avez mentionnés à juste titre. Et il est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment relevé, vous l'avez fait, que les Chinois ont envoyé 2 messages très durs vis-à-vis des Japonais. Le premier, c'est qu'effectivement 5 des missiles sont tombés dans les eaux économiques japonaises. Et l'autre, c'est que les Chinois ont annulé au dernier moment, c'est-à-dire hier soir, les entretiens qui avaient été prévus entre les ministres des Affaires étrangères du Japon et de la Chine. Donc le Japon est dans la ligne de mire. On n'est pas sorti de l'auberge que le président Xi Jinping vient de nous ouvrir avec cet exercice. Il a son agenda politique. Par parenthèse, il y a un agenda politique aux États-Unis avec les élections de midterm ces derniers temps. On a beaucoup bien sûr, mais il n'a menacé personne. Les Américains n'ont pas menacé le président Xi Jinping. Ils n'ont pas dit qu'il n'avait pas le droit de se poser dans le pays X ou Y. Tout à fait. C'est quand même le président Xi Jinping qui a pris l'initiative de dire aux Taïwanais ce qu'ils avaient le droit de faire ou de ne pas faire. Bien sûr. Il y a une question de droit, pour le coup, Rachel Kahn, avec, on l'a vu, des missiles qui tombent alors dans des zones économiques, zones territoriales, on va dire, élargies. Bon, on comprend que les Japonais, c'est la première fois qu'ils le vivent, et ils ont un historique, un lourd passif avec la Chine, et envoyer un message diplomatique assez ferme derrière. C'est vrai qu'on parle d'océan Pacifique et un peu mal nommé. Oui. Sous forme d'adjectif, ça ne marche pas. Absolument. Non, c'est vrai qu'il y a de lourdes questions internationales parce qu'on parlait tout à l'heure de mesures de dissuasion. Mais en fait, là, il y a une qualification qui est très importante. Lorsque il y a une réponse, il y a tout un arsenal de réponses possibles pour les États souverains. Et notamment, il s'agit de 3 principaux. Les mesures de rétorsion qui ne sont pas des mesures armées, qui sont des réponses finalement, on va dire, légales. Oui. Alors non, parce que les mesures de rétorsion, en fait, ça peut être aussi diplomatique. Les mesures commerciales, ça s'appelle les contre-mesures en droit international, qui en fait peuvent être des contre-mesures rendues illégales parce que votre adversaire fait des choses illégales. C'est la Convention notamment de Vienne qui régit ces questions-là. Et puis nous avons des mesures de représailles, et là, qui sont des mesures armées. Et là, ce qu'on peut voir dans les faits, sur la qualification des faits, j'ai du mal, finalement, à dissocier par rapport à ces eaux territoriales, si nous sommes dans une mesure de rétorsion, alors disproportionnée, ou bien, carrément, dans des mesures de représailles armées. Ou un message, sachant que Nancy Pelosi était précisément au Japon. Mais un message armé, ce qui change la réponse. Vous avez tout à fait raison. Message armé, on en viendra aux mesures économiques tout à l'heure, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été prises, mais élargissons peut-être, Michel Rouimi, parce que l'ASEAN, et c'est très intéressant, l'association des pays du sud-est asiatique, s'est inquiétée
Alors, on dit qu'ils sont un peu non alignés, c'est l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines. Ils ont signé un accord de libre-échange il y a 2 ans à peine, qui était important, avec Australie, Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Chine. Bon, on se disait, dans le fond, tout fonctionne, c'est pacifique dans cette zone. Et là, ils s'inquiètent très fortement. On a l'impression que ça rompt l'équilibre régional. Bien, c'est-à-dire qu'avec la Chine, l'intervention, ou du moins la démonstration de la Chine, vient déstabiliser un peu. Comme on ne sait absolument pas jusqu'où ça peut aller, bien que, à mon avis, chacun, aussi bien les États-Unis que la Chine, n'ont pas intérêt à que ça s'envenime. Et donc, dans quelques temps, tout rentrera dans l'ordre, et je l'espère. Le fait de vivre dans une incertitude n'est pas bon pour les affaires et pour l'économie. Donc, parce que demain, il peut y arriver le pire, et il faut bien retirer une leçon de l'invasion de l'Ukraine. Donc, du coup, on dit que tout peut arriver. Et c'est ça qu'il convient de voir. Donc, pour eux, c'est de se dire, faire des affaires dans un univers incertain, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Oui, c'est sûr. Et on va voir derrière les forces en présence, en quelque sorte. Pascal Boniface, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. En direct, vous êtes directeur fondateur de l'IRIS, co-auteur de La géopolitique, tout simplement. L'an dernier, alors tout simplement, c'est pas si simple, là on le voit sur cette région, il y a un enchevêtrement d'économies qui s'affranchit habituellement des distinguos idéologiques. On a l'impression, peut-être est-elle fausse, que ça rebat beaucoup de cartes. Oui, effectivement, il y a une montée des tensions qu'on avait rarement vues dans la région. Je crois que le communiqué des pays de l'ASEAN que vous venez de citer est important, puisque ces pays sont un peu tiraillés et ne veulent pas choisir entre Pékin et Washington. Ils ont besoin de la protection de Washington et ils auront aussi besoin d'avoir des relations commerciales fortes avec la Chine. Et très souvent, leurs relations commerciales sont plus importantes avec la Chine qu'avec les États-Unis, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, tout simplement. Et donc, ces nations qui se définissent comme des nations commerçantes n'aiment pas du tout lorsqu'il y a des tensions, parce que c'est mauvais pour le business, tout simplement, et qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer leur sécurité s'il y avait une montée supplémentaire des tensions entre Pékin et Washington. Donc, tout ceci leur déplaît tout à fait fortement, et ils ne vont pas prendre le risque d'attribuer la responsabilité de la montée des tensions à l'un ou l'autre camp. Ils veulent rester un petit peu entre les deux et avoir des relations entre les deux. Et là, ils sont dans une situation la plus inconfortable possible pour eux. Oui, parce que alors il y a d'un côté les dragons, comme on les surnomme, qui pour le coup sont pas si neutres que ça, puisque Nancy Pelosi est allée leur rendre visite. Si on voit une carte, c'est Singapour. Oui, mais là c'est pas l'ASEAN. Là, disons qu'effectivement. Absolument. Non, je reviens sur un contexte plus général là-bas, et puis ceux qu'on surnomme les tigres là, qui sont dans l'ASEAN. Pour le coup, pour l'instant, c'est une forme de neutralité. Oui, alors effectivement, les Corée du Sud, Japon, ce sont Singapour aussi, sont des alliés, enfin Singapour non, mais la Corée du Sud et le Japon sont des alliés très, très fortement stratégiquement liés avec Washington. Les pays de l'ASEAN, eux, au départ, c'était bien sûr une alliance qui avait été bâtie un peu sur la base de l'anticommunisme, mais ça a beaucoup changé depuis et ce n'est plus l'alliance anticommuniste qu'elle était auparavant. Dernière question, Pascal Boniface, en arrière-fond. Il y a bien sûr cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Comment vous en voyez l'évolution d'un point de vue à la fois commercial et géopolitique? On le disait tout à l'heure, le régime chinois est un petit peu affaibli. Il y a un congrès à venir. Côté américain, ça n'est pas forcément très brillant non plus. Oui, alors dans des circonstances différentes, les deux pays ont des difficultés de politique intérieure. Xi Jinping n'a plus la main aussi ferme sur le Parti communiste parce qu'il n'a pas montré qu'il avait un contrôle des événements. Et c'est quand même en grande partie la politique de répression qu'il a mis en place à Hong Kong qui a éloigné Taïwan de la Chine populaire. Et puis, sa gestion du Covid-19 peut être aussi mise en doute. On connaît les difficultés de la politique intérieure aux États-Unis. Donc, ils sont tous les deux en difficulté, mais économiquement, ils ont besoin l'un de l'autre. Les États-Unis n'ont pas besoin de la Russie économiquement. La Russie a moins besoin des États-Unis, mais les échanges entre la Chine et les États-Unis sont très nourris. Ils ne peuvent pas y mettre fin. Et même Trump, qui voulait renverser la table dans les relations économiques sino-américaines, n'a pas pu le faire. Donc il y a à la fois aux États-Unis un consensus
pour dire que la Chine est le problème principal, que c'est un rival stratégique important, et en même temps une double dépendance chinoise par rapport à l'ouverture du marché américain et des États-Unis par rapport aux produits bon marché qui viennent de Chine et qui, en partie, permettent de lutter contre l'inflation et également de rendre plus compétitive l'économie américaine. Merci infiniment pour votre analyse, Pascal Boniface. C'est intéressant d'ailleurs ce qui est dit. On pourrait y ajouter qu'il y a des besoins mutuels entre la Chine et Taïwan, parce que Taïwan, ce sont les semi-conducteurs, Michel Roumy et François Hesbourg. Et bon, a priori, les Chinois ont besoin des semi-conducteurs taïwanais. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles, moi je partage l'analyse qui a déjà été faite, à savoir que je ne pense pas que les exercices actuels soient le prélude à des opérations militaires immédiates contre l'île de Taïwan. Je n'exclus pas que les Chinois puissent par ailleurs opérer ce qu'on appelle dans le langage militaire des prises de gages, puisqu'il y a des îles taïwanaises et le long de la côte chinoise et en mer de Chine du Sud. Mais je voudrais ajouter un mot. On a très peu, pour ne pas dire pas du tout, entendu la France s'exprimer sur ce sujet. Nous avons en principe une stratégie indo-pacifique et la France a signé avec les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Italie, l'ensemble des pays de l'Union européenne, un communiqué hier au niveau des ministres des Affaires étrangères où nous sommes solidaires par rapport à ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas pourquoi le texte de ce communiqué, on le trouve sur Twitter sans aucun problème à travers des posts de provenance diverses. Je n'ai pas encore vu de communication en provenance de l'Élysée ou du ministère des Affaires étrangères. C'est les vacances. C'est une histoire de RTT. Oui, c'est ça. La perspective d'une guerre entre la Chine et un État voisin. Les vacances, ça permet de ne pas en parler. Non, soyons sérieux. Bien sûr. Un instant. Michel Roumy, je reviens sur cette interdépendance Chine-Taïwan, parce qu'elle est intéressante. Là, il y a une annonce chinoise disant « Nous n'exporterons plus de sable vers Taïwan ». On sait que Taïwan a besoin de sable pour les constructions. Donc, on voit que les deux... Oui, mais c'est en même temps, on va dire, c'est le fait de jouer les muscles, en fait, de rouler les muscles, dans la mesure où, par exemple, la Chine, c'est le premier partenaire commercial de Taïwan. Il y a eu 300 milliards d'euros. C'était en hausse en 2021. Et ce que Taïwan exporte le plus, ce sont les puces. Or, les puces, c'est ce qui permet à la Chine d'exporter par la suite. Et donc, c'est un moteur de croissance. Donc, dans une certaine mesure, dire « je vous donnerai plus de sable », c'est aussi de se tirer une balle dans le pied. Donc, d'une certaine manière, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a d'autres mesures alimentaires qui ne représentent rien dans les exportations. Mais l'idée, c'est j'arrose tout le monde en faisant mon exercice militaire, en menaçant Taïwan, et avec le temps, tout va retomber. Et puis, c'est ce qui s'est déjà passé dans le passé. Et on revient, on continue. Donc, pour l'instant, il faut bien voir que, et toujours dans la perspective de novembre, je ne vois pas Xi Jinping arriver avec une croissance qui a du mal déjà à tenir, arriver encore à un ralentissement fort dû à cette guerre avec le Taïwan, qu'en même temps, on a une instabilité. Je veux dire aussi que ce qui est très important aussi dans cette démonstration de force, c'est que à la suite du moins lorsque la venue de Mme Pelosi était connue, les réseaux sociaux chinois se sont enflammés et donc c'est cyberattaque sur Taïwan d'ailleurs. Voilà. Et l'idée est que Xi Jinping a dit le nationalisme doit être rationnel. Donc il a voulu montrer en même temps de dire il faut que qu'on se calme là-dessus. Alors, question que je livre à vos analyses, à tous, à commencer par Rachel Kahn. Est-ce que ce statut de Taïwan, qui est un statut très étonnant, sans doute pour nous, on va revoir quelques grandes dates de l'histoire de Taïwan. La séparation entre Pékin et Taïwan, ça date de 1949. On est passé par un certain nombre de phases. Ces dernières années, d'ailleurs, étaient plutôt des phases positives entre Pékin et Taïwan. Et puis, depuis l'élection de Tsai Ing-wen, c'est un petit peu plus compliqué. Rappelons que Taïwan est sous un statut de statu quo, ce qui est presque une bizarrerie internationale. Oui, tout à fait. C'est la question de la souveraineté. Et puis cet exercice, cet acte-là intervient dans un contexte international
très singulier, c'est-à-dire que c'est pas innocent aussi. Ça nous fait évidemment penser à ce qui peut se passer en Europe avec la Russie et avec l'Ukraine, bien évidemment, parce que les enjeux sont en résonance. Et puis, même dans le propos, même dans ce qui a été dit par le gouvernement chinois, se sentant offensé finalement de cette venue de l'Empire américain de l'Occident, eh bien, en fait, le signal est doublement fort, notamment d'un point de vue régional, mais aussi de nos interdépendances au niveau international. Denis Krajkov. Le 24 février, on a bien vu que tout est possible. Donc, on s'est réveillé dans un autre monde. Et c'est pour ça que nous, ça fait déjà 6 mois qu'on vit un peu dans la guerre ici, sur ce plateau-là, mais aussi en Russie, aux États-Unis, peut-être un tout petit peu, mais pas à la Chine, à Taïwan. C'est bien sûr facile de comparer les deux situations parce que nous aussi, en Ukraine, on a vu qu'il y a une grande, selon la Russie, il y a une grande influence américaine. Donc, c'est pour ça, c'est comme ça qu'il s'était expliqué cette invasion par la Russie. À Taïwan, on est aussi dans l'influence américaine. Donc, il y a bien sûr des parallèles, mais je pense que c'est quand même assez facile de les donner comme ça, mais c'est pas du tout le même contexte. Il faut bien voir que la Chine est une puissance économique importante. Non, mais ça intervient quand même dans ce contexte-là. Et ça peut influencer aussi le point de vue des autorités chinoises, parce qu'ils ont bien vu que l'attaque russe a détruit l'économie russe en premier temps. Elles n'ont pas du tout à avoir la même situation, c'est-à-dire que si jamais la Chine commence la guerre quelconque, ils doivent être absolument sûrs à la gagner, et ils doivent aussi calculer toutes les conséquences. Et ça, c'est tout à fait une autre histoire. Donc la Russie, station dans le Donbass, peut dissuader la Chine à faire quelque que ce soit à Taïwan. Alors, François. Oui, j'ajouterais que les autorités chinoises, du moins lorsqu'elles s'expriment publiquement sur les questions de défense, sont parfaitement conscientes qu'elles ne disposent pas encore des moyens qui permettent, avec une certitude raisonnable, d'opérer militairement la prise de Taïwan. C'est une opération qui, militairement, serait beaucoup plus difficile que celle conduite par les Russes contre l'Ukraine. Il faut penser, comme analogie, au débarquement du 6 juin 1944, traverser la mer, opérer un débarquement qui est une des opérations militaires les plus complexes qui soient. Les Chinois ont conscience, semble-t-il, de ne pas encore en être tout à fait là. Les planificateurs de forces américains et taïwanais considèrent que le moment du danger militaire, c'est 2025-2027. Ce qui est d'ailleurs très proche. Oui, j'ajouterai tout de suite que ça ne rassure qu'à moitié. Alors, ça tombe bien, on a un général de brigade de l'infanterie de marine. Les forces en présence, pourtant, elles ont l'air d'être extrêmement déséquilibrées. Si on regarde les forces en présence, ne serait-ce qu'en matériel, vous voyez que c'est 5200 tanks, pour donner juste cet exemple, 1100 du côté taïwanais. Puis en hommes, là, évidemment, c'est quelque chose de massivement en faveur de l'armée rouge, 2 millions d'hommes et 170 000 du côté de Taïwan. Vous avez raison, il faut nager. Il y a une mer, il faut nager, il faut la traverser, en général. Alors il y a deux choses qui expliquent aussi et je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit sur l'antagonisme avec les Américains, parce que le régime de Chiang Kai-shek a été soutenu, armé par les États-Unis. Alors là, on revient à l'origine. C'était les nationalistes qui, effectivement, ont fui et c'est l'armée américaine Mao, qui les a transportés à Taïwan. Donc, vous voyez, l'histoire, elle est têtue et les Chinois ont de la mémoire. Sur les forces en présence. Alors, pour les forces en présence, tout a été dit. C'est-à-dire que vous avez 180 km de détroit à franchir. Les Chinois font un gros effort sur le matériel amphibie d'assaut, et ils ont développé des grandes capacités. Mais ces grandes capacités, il y a 14 plages Formose, à Taïwan qui sont susceptibles de... Formose, c'est le tout premier nom, c'est ça, le nom des Portugais qui sont susceptibles de permettre un débarquement. Je pense que ce n'est pas la solution. Je pense que la solution, tactiquement parlant, ça serait de faire un blocus, c'est-à-dire d'isoler Taïwan. Ensuite, de frapper par la voie aérienne, puisque 180 km pour l'aviation chinoise, c'est rien, et ils ont une nette supériorité. Donc, ça voudrait dire que pour sauver Taïwan et dégager le blocus, il faudrait l'intervention de la flotte de guerre américaine, qui, elle, est extrêmement puissante. Ils ont 11 porte-avions nucléaires. Ils ont une flotte aérienne de plus de 3500 avions transportés par leurs porte-avions. Donc, c'est défier un colosse. Alors, ils cherchent à le rattraper. Et effectivement, ils construisent tous les 3 ans, voire tous les 4 ans, l'équivalent de la marine de guerre française
pour développer. Ils vont extrêmement vite. Oui, ils vont extrêmement vite. Ils en sont à 3 porte-avions. Il y en a un 4e qui est en chantier. Ils sont de plus en plus énormes. Ensuite, leurs porte-hélicoptères deviennent la nouvelle génération de 35 000 tonnes. Ça devient des porte-avions, en fait, parce qu'ils vont les équiper de catapultes électriques, etc. Donc, en fait, ils font un énorme effort sur leur marine de guerre. Maintenant, les matériels, le nombre, c'est très important, mais il y a la capacité humaine de manœuvrer et de gérer ces outils. Et c'est la grande inconnue. Militaire américaine aussi dans le Pacifique, oui. on le sait. Bon, on est quand même dans un contexte d'actualité, on va parler d'Ukraine et de Russie, bien sûr, maintenant, qui fait peur jusque dans les rangs de l'ONU. Et le secrétaire général Antonio Guterres a eu ces mots qui sont très forts, sans doute parmi les plus forts depuis le début de son mandat, sur la menace générale. Écoutez-le. The clouds that parted following the end of the Cold War are gathering once more. We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy, nor is it a shield from geopolitical tensions boiling over into nuclear conflict. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. À un malentendu de l'anéantissement nucléaire, Rachel Kahn, c'est des mots qui sont forts et qui ne parlent pas spécifiquement de la Russie et de l'Ukraine, mais d'un contexte international. Moi, quand j'étais étudiante en droit international, juste à mon doctorat, on se moquait un peu de nous, les juristes de la communauté internationale, parce qu'on nous disait que c'est un droit qui n'existe pas au fond, puisque c'est la souveraineté des États qui fait le droit. Je crois que par rapport à tout ce qui se passe, cette tension actuelle à différents endroits du monde, il est temps de construire une communauté internationale forte avec des règles qui soient appliquées. Merci Rachel. On va vous laisser sortir un petit